salut Elena, bienvenue à l'École de la conscience. Merci en tout cas de nous proposer une nouvelle conférence sur la santé et les soins dentaires en fait chez les petits animaux. C'était une proposition de ta part que je trouve fort intéressante. Pour ma part, je suis souvent empruntée pour savoir quoi faire avec les dents de mon chien. Donc, je me réjouis de pouvoir écouter cette conférence ce soir. Je te laisse la parole et on se retrouve tout à l'heure pour les questions. Merci. Merci Fabienne, bonsoir à toutes et à tous. Il y a certaines personnes que je reconnais d'autres cours, donc c'est chouette. Alors, donc effectivement, on va parler des soins dentaires et de la santé dentaire chez les petits animaux. Je pense que je pourrais passer la nuit à vous en parler, donc ça va être un peu condensé. J'espère que ce ne sera pas trop frustrant. Alors, je vais juste partager mon écran. Hop, alors... avec ça. Voilà. Alors, donc, la santé dentaire. Alors, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Elena Gebhardt, je suis vétérinaire diplômée depuis 2007. Et du coup, depuis, je suis dans la pratique. Je suis esclave de chat et non pas maître de chat depuis bien longtemps. Et quand je ne suis pas vétérinaire, comme c'est pour mes propres animaux, je suis très vite inquiète. Et du coup, mon but ce soir, c'est de vous transmettre des connaissances pour, d'une part, vous rassurer et vous aider à mieux comprendre vos animaux. Je pense que quand on manque d'informations, on est plus vite stressé que quand on connaît un petit peu des choses. Alors, rapidement, le déroulement de la présentation, je vais commencer par une introduction avec l'anatomie de base de la bouche. Et ensuite, il y aura une partie chat, chien, furet, donc plutôt des carnivores. Et ensuite, une deuxième partie lapins, rongeurs, qui sont plutôt des herbivores, des granivores. Et pour chaque partie, il y aura l'anatomie de base, la fonction des dents, les symptômes qu'on peut avoir liés à des problèmes de bouche et de dentition, les pathologies les plus fréquentes, quand aller consulter le vétérinaire et qu'est-ce qu'on peut faire surtout en prévention, éventuellement en traitement à la maison. Et il y a un petit bonus que vous recevrez par Fabienne qui consiste en un tableau avec les rapports calcium-phosphore pour l'alimentation des NAC. J'en parlerai le moment venu, mais c'est important. Et des suggestions de traitement naturel pour les gingivites, parce que c'est un problème qui est fréquent et frustrant. Alors, je vais passer assez rapidement sur cette slide parce qu'il y a pas mal de choses que j'imagine que vous savez, mais l'anatomie de la bouche, donc la bouche, on a les lèvres, suivant les espèces, elles sont plus ou moins sensibles, et au niveau de la fonction, ben, c'est de pouvoir prendre l'aliment dans la bouche, trier les aliments. Si on observe un cheval en train de brouter, on voit bien qu'il va trier. Ça ferme bien sûr la bouche, mais il ne faut pas oublier que ça sert aussi au langage, à la communication entre les animaux. Quand un chien montre les dents, il communique. Donc c'est aussi important pour ça. La langue, alors la forme, elle peut être très variable selon les espèces et elle sert aussi à prendre la nourriture, à brasser ce que l'animal a dans la bouche. Ça contrôle aussi la texture des aliments et c'est la langue qui va décider si oui ou non on peut avaler. Si la texture est trop grosse, elle va le sentir. Ça sert aussi à boire, bien sûr, si on pense au chien ou au chat qui lappe dans sa gamelle. Ça sert à réguler la température pour essentiellement les chiens qui allaitent, mais il y a plein d'autres espèces qui évacuent aussi de la chaleur par la bouche. Ça sert aussi au toilettage et à la parole, bien sûr, chez nous. La mâchoire, alors dans mâchoire, j'inclus les os de la mâchoire, les dents, la gencive et les muscles. Et la mâchoire a une forme qui est vraiment variable d'une espèce à l'autre. Et ça sert à la chasse pour les animaux qui chassent, à prendre les aliments, à prendre aussi des bébés ou des objets. Je pense tout particulièrement aux chiens de travail
qui ont vraiment besoin d'avoir une bouche en bonne santé pour pouvoir faire leur travail. Si on a des chiens essentiellement des chiens d'assistance, ça sert bien sûr à la mastication ou à déchiqueter les aliments et à se défendre, à attaquer. Donc, ce n'est pas uniquement pour manger. Les joues, alors bien sûr, ça sert de réserve de place pour la nourriture. Elles sont plus ou moins extensibles si on pense au hamster qui garde la nourriture de côté, par exemple. Et le larynx qui fait en fait, qui bloque le fond de la bouche pour décider si la nourriture va être avalée ou si au contraire, la trachée va être ouverte pour pouvoir respirer. Et ça, par contre, le larynx a une anatomie qui est assez similaire dans toutes les espèces. Alors, la dentition de base, donc j'ai pris les dents de l'humain parce que l'humain, il a toutes les formes de dents différentes, contrairement aux animaux. Alors, on parle des incisives, donc c'est les dents de devant, si on veut, qui, comme leur nom l'indique, servent à inciser, mais ça sert à trancher, à ronger, aussi à se nettoyer. Par exemple, les chiens ou les chats qui se rongent un petit peu les pattes pour enlever le chenille qui est entre deux. Ensuite, on a les canines, qu'on appelle les crocs aussi chez les animaux, qui servent à déchirer, à attraper une proie pendant la chasse ou des objets pour un chien de travail, par exemple, et à attaquer ou à se défendre. Ensuite, on a les prémolaires qui servent à broyer, qui sont peu puissantes par rapport aux molaires qui sont tout au fond de la bouche et qui, elles, servent vraiment à broyer, à mâcher. C'est des dents qui sont très puissantes. Elles ont 2, 3 racines, ça dépend les espèces, et elles ont proportionnellement une grande surface. Ensuite, on a des dents de lait chez la plupart des espèces, mais par exemple chez les souris, chez les rats, chez les écureuils, chez les dauphins aussi, il n'y a pas de dents de lait. Et ce qui fait la différence entre une molaire et une prémolaire, c'est que les molaires n'existent pas en dents de lait. Donc on a tous des prémolaires de lait, mais on n'a pas de molaires de lait. Les molaires, c'est directement des dents définitives. Le nombre et le type de dents qu'une espèce va avoir peut vraiment varier. Et on va le voir, ça varie essentiellement par rapport au régime alimentaire. Et il y a certaines espèces où les dents vont pousser toute leur vie. Ce sera plutôt sur la deuxième partie quand on parlera des rongeurs. Donc ça change quand même pas mal par rapport à un chat ou un chien qui a ses dents qui poussent que 2 fois. Alors, pour illustrer un petit peu les différences qu'on a selon les espèces, donc sur l'image en haut à gauche, c'est une bouche de chat avec des petites incisives. Comme je vous disais, les incisives servent à ronger, par exemple, des carcasses. Un chat va pas tellement ronger des carcasses, donc c'est vraiment des petites dents pas très utiles, entre guillemets. Après, on voit bien que le chat a des grands crocs qui servent à attraper les proies, il en a bien besoin, et on voit au fond des prémolaires et des molaires qui sont plutôt pointues, alors que, par exemple, chez nous, elles sont plutôt carrées, c'est plutôt des cubes. Ensuite, deuxième image, c'est donc un hippopotame. On voit qu'il a des incisives aussi, qui sont plutôt grandes. L'hippopotame se nourrit d'algues, d'herbes, donc il en a besoin. Il a des très grands crocs. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est des animaux qui sont paisibles, mais il ne faut pas trop les embêter. Et il y a quand même des personnes qui se sont fait tuer par des hippopotames. Quand on voit les dents, on comprend facilement comment. Et tout au fond, on devine qu'il y a toute une rangée de molaires et de prémolaires parce que justement, ils ont besoin d'une grande surface de dents pour broyer des végétaux. La troisième image, c'est un museau de vache. Alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, les vaches ont des incisives en bas, mais elles n'en ont pas en haut. Enfin, les ruminants de manière générale, donc les chèvres, les moutons aussi. Alors, pourquoi ils n'ont pas de dents en haut? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Les dents du bas, les incisives sont très coupantes. Elles vont couper l'herbe et en fait, quand la mâchoire se ferme, ça va s'appuyer sur une plaque d'os qui est recouverte de muqueuse et qui est de la muqueuse très épaisse, très résistante. Et ça remplace, entre guillemets, un peu des incisives du haut.
J'ai mis quand même une tête de Tyrannosaure Rex pour montrer que le tyrannosaure, si on regarde, alors j'ai pas réussi à trouver si c'était classé dans des incisives ou si c'était tout des crocs, mais on voit que par contre, c'est toutes des dents qui sont relativement similaires, qui deviennent juste un petit peu plus petites vers l'arrière. Et clairement, le but, c'était d'attraper une proie et de pas la lâcher. Par contre, on voit qu'il n'y a pas tellement de molaires qui servent à mâcher. Donc apparemment, il ne devait pas beaucoup mâcher pour avaler ses proies. Le zèbre, c'est la même chose que chez les chevaux. Donc on a des incisives en haut et en bas. Ensuite, pour ceux qui connaissent les chevaux, on a aussi toute une partie où il n'y a pas de dents. Et au fond, on a des prémolaires et des molaires. Le crocodile, alors ça ressemble un petit peu au Tyrannosaure Rex, hein, où on a des petites dents bien pointues qui sont similaires mais avec des tailles différentes, aussi dans le but d'attraper les proies. L'image suivante, c'est un chien, bien sûr, donc, où on a des incisives comme le chat, mais qui sont quand même plus grandes. Et en fait, l'idée, c'est qu'un chien ou un loup va quand même plus facilement ronger des carcasses, donc il a besoin d'incisives un tout petit peu plus puissantes qu'un chat. Et pareil, des grands crocs et des prémolaires et des molaires importantes. Ensuite, là, on a un babouin tout à droite. Donc, les babouins ont tendance à être quand même facilement agressifs et ils chassent aussi, d'où ces longues canines. Ensuite, en bas, on a le cochon d'Inde. Alors, on ne voit pas bien le fond de la bouche parce que c'est très difficile de voir le fond, mais on voit bien qu'ils ont des longues incisives. Forcément, c'est des rongeurs, ils ont besoin de ronger. Et le dauphin qui a vraiment une rangée de dents où c'est vraiment toutes des dents similaires et qui servent juste à attraper les proies et ensuite ils les avalent, ils ne les mâchent pas tellement. Donc on voit que c'est pour ça que j'ai déjà séparé la présentation en deux parties, c'est parce qu'on a déjà des grandes différences. Alors, ensuite, l'anatomie d'une dent, donc de nouveau là c'est des dents d'humains, mais l'anatomie des dents des animaux c'est pareil. Donc ce qu'on appelle la couronne, c'est la partie qu'on voit, c'est la partie visible de la dent et qui est protégée par de l'émail qui est très dur et qui va protéger les dents de l'usure. Ensuite, on a la racine, c'est la partie qui n'est pas visible en principe, à moins qu'on ait un déchaussement, et c'est ce qui est en lien avec l'os de la mâchoire. La gencive va tapisser l'os de la mâchoire. C'est une muqueuse qui est plus ou moins épaisse selon les espèces et selon l'endroit dans la bouche. Ce qu'on appelle le ligament périodontique, en fait, c'est un petit ligament qui fait le lien entre l'os de la mâchoire et la racine de la dent. Ce sera important pour la suite de ce que je vous expliquerai. Et la pulpe de la dent, donc l'intérieur de la dent, si on veut, c'est là où il y a des vaisseaux sanguins, il y a des nerfs, et c'est en lien avec l'os, et c'est ça qui fait qu'une dent peut faire très mal et qu'elle peut saigner. Alors, donc maintenant, la première partie donc sur les chats, les chiens, les furets. Donc, comme je l'ai déjà dit auparavant, on a en principe plutôt des incisives assez courtes avec des racines assez fines qui servent à ronger des carcasses. Et en captivité ou domestiquée, c'est peu utilisé puisque les chiens vont peu ronger des carcasses. Et du fait qu'elles ont des racines qui sont plutôt fines, c'est les dents qui tombent assez facilement. Et elles sont, en guillemets, peu utiles, ces dents, à part pour un chien de travail. Et je le dis parce que c'est souvent les premières dents qu'un chien ou qu'un chat va perdre. Et les gens sont souvent choqués de savoir que leur chien perd des dents. Mais les incisives, déjà, elles ne tiennent pas bien à la base. Et en plus, elles ne sont pas très utiles. Donc, ce n'est pas dramatique pour l'animal s'il lui manque ses incisives. Les canines, donc les crocs, par contre, alors ces dents-là, elles ont une racine qui est très longue et très épaisse. Et la couronne, donc la partie visible, elle est aussi très importante, elle est puissante. Elle sert vraiment à chasser, à attraper les proies. Donc la proie, forcément, va chercher à partir. Donc il faut que ce soit une dent qui tienne bien. Et c'est une dent qui est donc importante. Dans la captivité, alors c'est clair qu'un chien en a peut-être moins besoin, mais un chat, c'est clair que s'il veut chasser, il en a quand même besoin.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que la racine de la canine supérieure, elle est très très proche du conduit nasal, ce qui peut créer des écoulements nasaux. Si on a par exemple une infection sur une canine, on peut avoir du coup du pus qui va sortir par les narines parce que l'épaisseur d'os qu'il y a entre la fin de la racine de la canine et les conduits nasaux, c'est très 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 fin, donc ça se rompt facilement, c'est facilement rongé par une infection, donc on peut avoir des symptômes nasaux avec un problème dentaire. Les prémolaires, elles sont de plus en plus grandes quand on va vers l'arrière de la bouche. Et chez les carnivores, on parle de carnassières, c'est les grosses dents qu'on a à l'arrière de la bouche. Et sur la mâchoire supérieure, la carnassière, donc la plus grosse dent, c'est la 4e prémolaire supérieure. Et sur la mâchoire inférieure, c'est la 1re molaire. C'est comme ça. Et selon les races et selon les espèces, le nombre de prémolaires va varier. Donc, par exemple, chez les labradors, on sait que souvent il leur manque des prémolaires, alors qu'un berger allemand les aura toutes. Et les molaires, donc comme je l'ai dit, la 1re molaire inférieure, c'est la carnassière, donc c'est la plus grosse dent. Et les autres, plus on va vers l'arrière, plus elles sont petites, elles sont peu utilisées. Elles ont une forme un peu cubique, mais comme les chats et les chiens et les furets mâchent relativement peu, elles sont peu utilisées. Elles ont aussi des racines qui sont beaucoup moins profondes que les carnassières. Et du coup, elles sont aussi moins importantes. Ensuite, alors dans les spécificités entre les chiens, les chats et les furets, donc les 3 espèces ont des dents de lait. Je vous ai mis le nombre, ça c'est pas important, mais c'est juste pour que vous le sachiez. Je vous explique juste quand j'ai marqué 28 dents, entre parenthèses, I 3 sur 3, C 1 sur 1, P 3 sur 3. C'est officiellement, c'est la nomenclature qu'on donne. Ça veut dire qu'il y a 3 incisives en haut, 3 incisives en bas par côté, donc droite et gauche. Une canine en haut, une canine en bas, droite et gauche, et 3 prémolaires en haut, 3 prémolaires en bas, droite et gauche. Chez les chats et chez les chiens, ils perdent leurs dents de lait, ils finissent de les perdre grosso modo à 7 mois. Après, il y a des retardataires, des fois c'est 8-9 mois, mais disons grosso modo c'est autour des 7 mois. Et ce qui est important à savoir, je trouve, c'est que le chien a beaucoup plus de dents que nous. Je ne sais pas si vous savez combien de dents a un être humain, mais si on a ses dents de sagesse, on a 32 dents en principe. Et le chien en a 10 de plus. Et je le dis aussi parce que souvent, ce que j'ai comme commentaire de la part des propriétaires de chiens, c'est quand on doit enlever des dents, ils sont choqués si on a enlevé 3, 4 dents, mais il faut se dire que le chien, il en a déjà beaucoup plus que nous, donc on ne peut pas comparer à si nous, on nous enlevait 3 dents. Comme je l'ai dit, donc suivant les races, il manque des fois certaines dents qui sont juste absentes. C'est quelque chose qui est héréditaire aussi, donc c'est pour ça que c'est des fois plus représenté dans une race que dans une autre. Et chez les chiens, il y a une particularité, c'est que la racine de la carnassière supérieure, elle a 3 racines, 2 devant et une derrière. Et la racine de derrière, elle est très très longue et elle est très proche de l'orbite de l'œil, ce qui peut créer des abcès sous l'œil qui sont en fait liés à un abcès dentaire sur cette carnassière. C'est assez classique. Et souvent, les gens pensent que le chien a un problème à l'œil, mais il a un problème à la dent. Le chat, lui, a beaucoup moins de dents. Donc, sur les dents définitives, il a 30 dents. Et comme je l'ai dit, hein, il perd ses dents de lait autour des 7 mois. Dans les particularités, les chats n'ont pas de 1re prémolaire et pas de 2e prémolaire en bas. C'est-à-dire qu'on commence à compter en haut 2e prémolaire, 3e prémolaire, 4e prémolaire. Et en bas, on commence à 3, 4. Le furet, donc lui, a 34 dents, donc presque la même chose que nous. Et il n'a pas des premières, il lui manque les 1res prémolaires, donc pareil, quand on compte, on commence sur la 2e. C'est comme ça.
Ensuite, donc la fonction des dents des carnivores. Donc, c'est attraper une proie avec les crocs, la tuer avec la pression de la mâchoire. Donc, pour ça, il ne faut pas la lâcher. Donc, il faut des dents qui sont pointues, qui crochent et qui ont des racines assez fortes pour exercer suffisamment de pression. Et ensuite, on va déchiqueter cette proie en petits morceaux. Et ça, ils vont le faire essentiellement avec les prémolaires et les molaires. Donc, comme je l'ai dit, la mastication, donc vraiment le fait de mâcher pour broyer, c'est beaucoup moins important que chez nous. Des molaires qui servent à broyer, elles vont être cubiques, donc vraiment comme nos dents à nous, ou comme on a chez les vaches, chez des chevaux, c'est vraiment presque des enclumes, entre guillemets, qui frottent l'une contre l'autre. Et du coup, les carnivores vont avaler la nourriture peu mâcher, voire pas mâcher du tout. Et l'essentiel de la destruction des aliments, en guillemets, elle va se faire dans l'estomac. L'estomac est très acide et du coup, ça va vraiment faire un bain d'acide, si on veut, qui va détruire la nourriture. Et du coup, c'est normal qu'un chat, qu'un chien, qu'un furet ne croque pas ou croque peu. Et du coup, ça explique le fait qu'il peut vomir de la nourriture qui est intacte. C'est souvent une préoccupation des propriétaires de dire « Ah, mais mon chien, mon chat a vomi les croquettes telles quelles, j'aurais pu les remettre dans la gamelle, elles sont pareilles. » Ben oui, et puis souvent ils ont peur parce qu'ils se disent, bon, bah, il les a pas croquées, donc il doit avoir mal aux dents. Et non, pas forcément. Alors bien sûr que des fois on les entend croquer les croquettes, ça dépend de la taille aussi, puis ça dépend d'un animal à l'autre, mais c'est en tout cas pas anormal de les avaler tout rond, et c'est pas grave. Et du coup, ça explique aussi que c'est absolument possible pour ces animaux de vivre absolument normalement sans avoir plus aucune dent, du moment qu'on leur donne une nourriture adaptée. Bien sûr que s'ils n'ont plus de dents, on ne va pas leur donner des carcasses, mais avec des croquettes, ce n'est pas un problème. Ils peuvent vraiment vivre sans dents du tout. De nouveau, là, pour illustrer, donc chat sauvage, chien sauvage, on voit bien qu'ils sont les deux en train de déchiqueter vraiment leur proie. Le but, c'est de faire des lambeaux, mais ils ne vont pas après garder leur bouchée dans la bouche et puis la mâcher, je ne sais plus combien de fois, 35, 25 fois qu'on est censé faire. Ensuite, au niveau des symptômes d'un problème dans la bouche, donc, alors il y a des choses qui sont assez évidentes, hein, l'animal va peut-être se lécher les babines, il va se lécher les dents, il va mâchouiller sans avoir forcément quelque chose dans la bouche. Souvent, ils se frottent aussi la bouche avec les pattes, comme s'ils avaient quelque chose de coincé entre les dents, entre guillemets. Ils vont souvent saliver aussi un peu plus. On peut avoir, si on a un problème que d'un côté dans la bouche, on peut remarquer que la langue est déviée sur un côté. On peut remarquer bien sûr une déformation du visage. S'il y a un abcès dentaire, comme je parlais avant, c'est clair que ça va faire une boule, une bosse sur un côté du visage. On peut avoir l'animal qui se plaint quand il va manger. Il peut couiner, il peut crier, il peut gronder. Ça peut arriver, par exemple, qu'on ait des chats qui mangent et tout à coup qui hurlent vraiment comme s'ils engueulaient, entre guillemets, leur nourriture. Après, quand ça devient vraiment important, l'animal ne veut plus manger parce qu'il a remarqué que ça lui faisait mal. Donc, c'est pas qu'il n'a pas faim. C'est qu'il a faim, mais il n'ose pas manger. Et par rapport à ça, je tiens à faire la différence. Quand un animal n'a pas d'appétit, il ne va même pas aller vers sa nourriture, il ne va pas vous réclamer quelque chose. Donc, s'il a de la fièvre qui fait qu'il n'a pas d'appétit ou s'il a un problème de nausée, il ne va pas du tout avoir d'appétit. Alors que quand il y a un problème dans la bouche, l'appétit est là et ils ont faim. Donc, probablement qu'ils ont les mêmes sensations que nous quand on a faim, donc d'avoir, entre guillemets, les grenouilles. Et, et du coup, ils vont aller vers leur nourriture ou ils vont vous suivre, vous réclamer quelque chose, mais simplement, ils ne vont pas manger ce qu'on leur donne. Et spécialement les chats sont spécialistes là-dedans, c'est que s'ils ne veulent pas manger leur nourriture, mais que vous leur donnez autre chose, c'est qu'ils ont quand même faim.
Alors que s'ils n'ont pas faim, vous pouvez donner ce que vous voulez, ils vont pas vouloir le prendre. Par contre, ce qui se passe dans la tête essentiellement des chats, c'est que si avec ses croquettes, il a remarqué qu'il avait mal quand il mangeait, il va plus vouloir manger ses croquettes. Peut-être que vous allez changer les croquettes ou donner de la pâtée, il va le manger et il va se rendre compte qu'il a quand même mal aussi, et du coup, ça va de nouveau plus marcher. Et le chat va vraiment associer, il va se dire, ah, les croquettes sont pas sympas, donc je les mange plus. Ok, les nouvelles croquettes, ah ben j'ai faim, elles sont bonnes, ah ben non, elles me font mal, elles sont pas sympas, donc je les mange plus. Et ça, c'est vraiment typique de j'ai faim, mais il y a un truc qui va pas. Pour revenir aux symptômes, donc on peut aussi avoir un animal qui va recracher sa nourriture, donc qui va la prendre et au moment où il a mal, il va la recracher. On peut avoir du sang dans la bouche, du sang aussi sur les aliments ou pour les choses qu'on donne à ronger aux chiens, on peut trouver des traces de sang dessus. Par rapport à ça, pas toujours avoir peur si vous voyez du sang sur les aliments, parce que si c'est un jeune animal et qui est dans la phase où il va perdre ses dents, bien sûr qu'on va trouver du sang, on va trouver des dents, mais de ne pas oublier qu'il perd ses dents, il change ses dents, donc c'est normal que ça saigne. On va avoir aussi souvent une mauvaise haleine. Alors, de manière générale, les animaux n'ont pas une haleine qui se coule, mais disons, on peut avoir une haleine encore plus fétide que d'habitude. J'en ai parlé avant, on peut avoir un écoulement nasal ou éventuellement on peut avoir de la nourriture qui va sortir par les narines aussi si on a un problème dans la bouche. Et j'en ai aussi parlé, on peut avoir un gonflement sous l'œil si on a un abcès sur les carnassières. Alors, ensuite, dans les pathologies les plus fréquentes, j'ai séparé déjà chez les jeunes animaux et chez les adultes, parce que chez les jeunes animaux, on a les problèmes de malformation. Une malformation qui est assez fréquente, mais qu'on remarque vraiment tout petit, donc c'est plutôt si on a une portée de bébés chiots, enfin chiots ou chatons à la maison qu'on va remarquer ça, c'est la fente palatine, c'est l'image de gauche, c'est-à-dire que le palais, quand il se forme chez un fœtus, il est au début séparé en deux et petit à petit, dans le ventre de sa mère, les deux côtés du palais vont se rejoindre et vont se fermer. Mais ça arrive que ça ne se fasse pas et ça peut ne pas du tout se refermer comme on a sur l'image de gauche où on voit vraiment qu'il y a un trou des deux côtés du palais. Donc le palais, ce qu'on voit où il y a les lignes là, et au milieu, on a vraiment un trou et ça veut dire que ce trou, on est directement dans la cavité nasale. Et un chiot ou un chaton qui a cette malformation, il ne peut pas téter parce qu'il n'arrive pas à faire le vide d'air pour aspirer le lait et il va avoir du lait qui va lui ressortir par le nez. Et ça, c'est quelque chose qui est facile à contrôler parce que si on ouvre la bouche du chiot ou du chaton, on voit tout de suite cette fente. Après, ça peut être beaucoup plus petit que ça. Des fois, c'est vraiment minime. Alors, dans ce cas-là, si c'est un jeune animal, c'est une malformation, mais ça peut être aussi d'origine traumatique. Assez typiquement, c'est le chat qui tombe du balcon. Quand il va retomber potentiellement sur ses pattes, il va taper avec le menton le sol et l'onde de choc va faire que le palais va se rouvrir parce que quand au stade embryonal et de fœtus, quand le palais va se fermer, au milieu, il y aura ce qu'on appelle une symphyse, c'est-à-dire que l'os n'est pas 100% rigide, il a une légère fragilité là. Et du coup, quand il y a un choc sur la tête, c'est le premier endroit qui peut lâcher assez facilement. Et donc, ça arrive assez facilement aussi de manière traumatique. Quand c'est traumatique, ça va saigner dans la bouche, alors que chez un bébé, ça ne va pas saigner parce que ça s'est mal fermé et ça ne saigne pas. Ensuite, alors, il y a un mot un peu barbare qui s'appelle le brachygnatisme et le prognatisme. En gros, c'est les mâchoires trop en avant ou trop en arrière. Donc, on parle normalement de denture en ciseaux ou en tenaille. On voit ça sur le dessin là, en vert. Les deux façons de faire sont justes. Donc, c'est juste un léger décalage. Quand on est en ciseaux, on a la mâchoire supérieure qui est légèrement plus en avant que celle d'en bas. Et en tenaille, c'est vraiment les mâchoires, les incisives sont vraiment
coincées l'une sur l'autre, ça c'est normal. Et ensuite, on peut avoir un prognatisme. Donc, le prognatisme, c'est qu'on a la mâchoire qui est trop longue, et brachygnatisme, c'est qu'elle est trop courte. Après, on peut parler de brachygnatisme ou prognatisme inférieur ou supérieur en fonction de si c'est la mâchoire du haut ou du bas qui est trop longue ou trop courte. Après, ça revient un petit peu au même, mais on va plutôt parler, on va considérer que la mâchoire normale, c'est celle qui ressemble le plus à la race. Et ensuite, l'autre qui n'est pas normale, ben, soit c'est qu'elle sera trop longue, soit elle sera trop courte. Mais ça, c'est un détail. Et il y a des races où c'est considéré comme normal. Donc, ben, on a le bulldog qui clairement est, alors on pourrait dire prognate inférieur, mais en l'occurrence, vu qu'il a le nez écrasé, ce serait plutôt qu'il est brachygnate supérieur, puisque la nature aurait voulu que sa mâchoire du haut soit plus longue. Et sur l'image de droite, on voit bien ce chien qui a une tête tout à fait rigolote, mais disons là, on a clairement un brachygnatisme inférieur. On voit bien que c'est la mâchoire du bas qui est vraiment trop courte. Ensuite, on peut avoir ce qu'on appelle des malocclusions, c'est-à-dire que la mâchoire, elle se ferme pas correctement. Je pense que c'est une des indications les plus fréquentes chez les humains pour avoir un appareil dentaire. C'est-à-dire que la mâchoire, elle peut se fermer, elle peut fonctionner, mais comme on voit sur l'image du bas, où on a le croc du bas qui n'est pas à sa place, qui se met juste un petit peu trop en avant. Où on peut avoir une malposition des dents, comme sur la dernière image où on voit bien que la dent, elle pousse complètement de travers. Après, un animal qui est prognate, brachygnate ou qui a une malocclusion, une malposition des dents, il pourra vivre comme ça. Après, de plus en plus, il y a des traitements qui se font, qu'on peut faire d'orthodontie pour les animaux. C'est clair que sur un bulldog, on ne va pas le faire puisque c'est la race qui veut ça. Mais par exemple, dans l'image du bas, c'est quelque chose qui pourrait se corriger éventuellement. Et dans le cas d'une dent qui est vraiment mal positionnée, souvent on recommande de l'enlever parce qu'elle va aussi empêcher les autres dents de se positionner correctement. Alors, donc les traitements des malformations, donc des problèmes chez les jeunes, donc une fente palatine, si elle est très fine, très petite, c'est possible qu'elle se referme, mais si elle est grande, c'est à opérer. Et spécialement si c'est une fente palatine qui est traumatique, donc le chat qui est tombé du deuxième étage, c'est quelque chose qui se referme franchement très bien et très vite, c'est assez impressionnant. Donc il n'y a pas toujours besoin d'opérer, heureusement. Après, par rapport au prognatisme, brachygnatisme, donc aussi, ce qui est important de savoir, c'est que les bébés, de manière générale, ils naissent légèrement prognates supérieurs, donc ils ont la mâchoire supérieure qui est légèrement plus en avant que celle du bas, parce que c'est plus pratique pour téter, mais à partir de l'âge de 8 semaines, ça se corrige. Et ce qu'il faut savoir aussi, si vous prenez un chiot qui est un peu prognate ou brachygnate, la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure ne grandissent pas au même rythme. Elles grandissent de manière indépendante. Donc, ce n'est pas parce qu'il est légèrement prognate qu'il va le rester toute sa vie, mais à l'inverse, ce n'est pas parce qu'il est légèrement prognate qu'il ne le sera pas beaucoup plus par la suite. Je le dis aussi parce que dans le cadre de l'élevage, il y a des éleveurs qui le disent tout de suite, qui disent bon, il est un peu prognate, c'est possible que ça se corrige, mais il y en a d'autres qui disent non, 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 mais c'est bon, il va bien, ça va se corriger. On ne peut pas le dire. On peut vraiment pas le dire, à part si on a une boule de cristal. Et comme j'ai parlé, sinon on peut faire des traitements orthodontiques, mais avec ou sans extraction. Comme je disais, des fois, on va aussi extraire, enlever les dents de lait, certaines dents de lait, pour aider la mâchoire à grandir plus ou moins juste. Des fois, il y a une dent juste qui bloque, qui empêche la mâchoire de grandir. Pour les malocclusions, donc si la mâchoire ne peut pas bien se fermer, comme je l'ai dit, si c'est une dent de lait, très souvent on l'enlève le plus vite possible,
pour éviter que les mâchoires soient bloquées dans leur croissance. Et, si c'est une dent définitive, si elle est en train de pousser, parfois de donner des choses à mâcher. Alors, il faut que ce soit quand même par exemple, des jouets Kong qui sont un peu en caoutchouc, entre guillemets. Ça peut aider parce que ça va exercer une pression de manière assez régulière et douce sur les dents. Et des fois, ça peut aider un petit peu à corriger la position des dents. Mais de nouveau, si ça ne va pas, ben, soit on laisse comme ça, soit on peut faire des traitements orthodontiques avec ou sans enlever les dents. Et comme je l'ai dit, si les dents sont mal positionnées, ben, si c'est sévère, il faut un traitement orthodontique avec ou sans extraction. Et si on ne fait rien, si les dents sont mal positionnées, c'est très important de veiller à avoir une bonne hygiène dentaire parce qu'une dent qui est mal positionnée, elle ne va pas faire son travail de dent correctement, elle ne va pas frotter contre les autres dents et du coup, on aura plus facilement du tartre sur ces dents-là. Alors, encore chez les jeunes animaux, ce qu'on a très fréquemment, c'est des dents de lait persistantes, c'est-à-dire des dents de lait qui ne sont pas tombées. Comme j'ai dit, chez les chiens et chez les chats, normalement à 7 mois, on a toutes les dents de lait qui sont tombées. Comme j'ai dit, des fois, il y a des retardataires. Donc, si à 8-9 mois, on a toujours des dents de lait, ça, c'est pas normal. Alors après, si elles commencent à bouger, il n'y a rien, il faut juste attendre un petit peu. Mais sinon, il ne faut pas trop attendre avant de les enlever parce que ce qui se passe, c'est que la dent de lait va empêcher la dent définitive de se positionner correctement. Et comme on voit sur l'image en bas à gauche, on voit qu'il y a déjà du tartre qui se met entre les deux dents, puisque normalement on a un espace entre les deux, et là on ne l'a pas, donc on a facilement du chenille qui reste coincé. Et on verra après, mais le tartre, c'est vraiment pas un bon ami. Et juste à titre informatif, surtout pour les gens qui vont récupérer des chiens d'associations de l'étranger, on peut avoir une coloration de l'émail, donc les dents qui deviennent toutes jaunes, si le chiot a reçu un antibiotique très précis, la tétracycline, avant ses 12 semaines, ça va colorer les dents. Alors, jusqu'à il y a quelques années en arrière, on disait même qu'il ne fallait pas le donner avant 6 mois, mais maintenant on sait que c'est vraiment jusqu'à 12 semaines, il ne faudrait pas utiliser cet antibiotique parce que ça colore les dents. Ce n'est pas grave, mais voilà, ça donne vraiment des dents jaunes comme ça, de manière assez uniforme. Et c'est le seul antibiotique qui fait ça, hein, donc il n'y a pas besoin d'avoir peur, mais et si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais voilà, on peut adopter un chien d'une association qui a des dents jaunes et probablement que ce sera dû à ça. Ensuite, donc, quand on parle des animaux un peu plus âgés, donc on a toutes les pathologies accidentelles. Alors, je suis désolée, c'est des images qui ne sont pas forcément agréables à voir, mais pour expliquer, c'est plus parlant. Donc, j'ai parlé de la fente palatine traumatique. Ben, on voit bien sur le chat, alors là, ce chat est endormi et ça, il est intubé, donc ça, c'est normal que ce soit là. Mais on voit bien cette fente qui est complètement ouverte ici. En l'occurrence, avec un espacement comme ça, il y a de fortes chances que ça se remette tout seul. Par contre, il a un autre problème, c'est qu'apparemment, il y a des dents qui pendouillent là, et du coup, ça, par contre, il faut les enlever. Mais la fente palatine, en soi, vu la taille, moi, je serais assez confiante qu'elle se remette d'elle-même et ça cicatrise très vite. Par contre, c'est toute une période où le chat va avoir un petit peu de la nourriture qui va venir dans le nez, donc il faut adapter la nourriture. Ensuite, ce qu'on a très souvent, c'est des fractures de la mâchoire. Donc, sur cette image, c'est assez parlant. On voit bien que les dents sont plus au même endroit. Donc, ça, c'est assez classique de l'accident de voiture, chien-chat. Alors là, sur cette image, c'est cassé à l'avant, mais ça peut se casser n'importe où hein, sur la mâchoire. Et il faut quasiment toujours intervenir de manière chirurgicale. Alors, ça ne va pas se remettre tout seul puisque la mâchoire, elle bouge tout le temps. Très éventuellement, chez des chiots, on arrive en mettant une muselière tout le temps pour leur fixer la bouche, mais il faut encore qu'ils l'acceptent. Ensuite, dans les accidents, c'est le corps étranger qui est coincé dans la bouche. Donc, c'est l'image de droite. C'est un classique, c'est le chien qui a mangé un os à moelle et qui a réussi à se le coincer sur la mâchoire inférieure.
Et du coup, j'insiste, ne donnez pas de gros os à moelle. S'ils sont tout petits, que vous êtes sûr que la mâchoire passe pas dedans, c'est une chose, mais sinon, il vaut mieux donner des demi-os à moelle parce que comment ils arrivent à le mettre, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que l'enlever, on arrive en principe que en sciant l'os à moelle en deux. Donc, du coup, ça implique quand même d'aller chez le vétérinaire. Mais on peut aussi avoir des morceaux de bois, par exemple, qui vont se coincer des fois contre le palais. Et du coup, tout bêtement, il faut les enlever. Si on a un chien qui est coopératif, c'est quelque chose qu'on arrive assez souvent à le faire. Au niveau des symptômes, s'ils ont un bout de bois coincé, très souvent, ils vont vraiment beaucoup bouger la langue pour essayer de le décoincer. Et les blessures, de manière générale, dans la bouche, donc comme on voit là sur la langue, en l'occurrence, c'est le même chat que sur la fracture, qui s'est probablement lui-même blessé la langue avec la fracture. Les blessures dans la bouche cicatrisent en principe très très vite. C'est rare qu'il faille vraiment recoudre une blessure dans la bouche. Après, c'est par exemple typiquement pour cette langue, ça va se refermer aussi tout seul, il n'y a rien besoin de faire. Et désinfecter dans la bouche, c'est compliqué, donc en principe, on laisse faire la nature. Maintenant, le plus gros morceau, c'est les problèmes chroniques, ce qu'on appelle la maladie parodontale. Donc, c'est un mot un peu barbare, mais concrètement, c'est le problème le plus fréquent chez les chats et chez les chiens, chez les furets, chez les hérissons aussi d'ailleurs. C'est en fait un mot compliqué pour décrire une inflammation chronique de la gencive. Et cette inflammation chronique, elle va petit à petit aller chaque fois plus loin. Elle va aller toucher le ligament périodontique dont je vous ai parlé, donc ce ligament qui fait le lien entre la dent et l'os. Le sément, donc, qui est, si on veut, la partie dure de la dent, et l'os de la mâchoire. La maladie parodontale, ça commence toujours par une gingivite, donc une inflammation de la gencive. Et on aura du coup la gencive qui est rouge, une mauvaise haleine, ça peut saigner. Typiquement aussi, des fois, c'est pas que ça saigne spontanément, mais si on touche avec le doigt, ça va très vite saigner. Cette première phase, elle est réversible. Donc, on peut faire quelque chose quand on a juste la gingivite. Ensuite, si on ne fait rien, sans traitement, petit à petit, en fait, cette inflammation, elle va aller de plus en plus profondément. Elle va s'attaquer à la tache de la dent et la dent va commencer à bouger. La gencive va reculer de plus en plus en direction de la racine. Donc, elle va recouvrir de moins en moins la dent. Donc, du coup, on aura une partie de la racine qui va devenir visible. On aura du tartre qui va se mettre sous la gencive. C'est ce qu'on appelle des poches aussi. Et du coup, on va avoir des bactéries qui vont s'accumuler dans ces poches, sous la gencive. Ces bactéries, donc, elles produisent des toxines et le corps, il veut se défendre contre ces toxines. Et quand il se défend, ça va créer une nécrose, donc une mort des tissus autour. Et du coup, la dent, elle est de moins en moins soutenue, elle bouge de plus en plus et petit à petit, elle va tomber. Et ça, bien sûr que quand on en est là, c'est quelque chose qui est irréversible. Et du coup, la cause de cette maladie parodontale, c'est numéro 1, la plaque dentaire. La plaque dentaire, on en a tous entendu parler, mais souvent on ne sait pas trop exactement ce que c'est. Concrètement, la plaque dentaire, c'est des bactéries avec de l'humidité. Et bactéries plus humidité, ça va créer ce qu'on appelle un biofilm. Et un biofilm, c'est exactement ce que vous avez au fond d'un arrosoir où vous auriez laissé un petit peu d'eau ou au fond de la gamelle du chien qui a traîné dehors et qu'on n'a pas forcément nettoyé. C'est ce truc gluant qui reste, même quand vous avez vidé l'eau qu'il y aurait dans la gamelle ou dans l'arrosoir, il reste un truc gluant au fond. Et en fait, c'est ça, le biofilm, ça fait un petit milieu qui va faire que les bactéries peuvent rester en place et qu'elles vont pouvoir se reproduire à cet endroit. La plaque dentaire, c'est exactement la même chose qu'au fond de la gamelle ou au fond de l'arrosoir. C'est ce truc gluant qui va rester sur les dents et qui fait que les bactéries peuvent rester sur les dents. Et le tartre, c'est cette plaque dentaire qui s'est minéralisée.
Et du coup, cette plaque dentaire, il y en a qui ont plus ou moins de plaques et du coup plus ou moins de tartre. C'est favorisé par une moins bonne qualité de l'émail. Alors, on sait bien qu'on n'est vraiment pas tous égaux par rapport à la qualité de nos dents. Il y en a qui ont de l'émail qui est très lisse et du coup, ben, les bactéries peuvent moins crocher dessus, alors que d'autres ont un émail qui va être plus poreux et du coup, ça va plus crocher. La même chose qu'on va avoir, par exemple, si on a une gamelle en inox qui est bien lisse, ben, on a moins facilement ce truc gluant qui reste au fond, alors que si on a quelque chose qui est en vieux plastique qui est devenu poreux, ça va se former beaucoup plus facilement. Euh, la plaque dentaire va être favorisée aussi par la flore buccale. Donc, de la même manière qu'on a une flore intestinale qui est constituée de différents types de bactéries, on a aussi une flore buccale qui varie d'une personne, d'un animal à l'autre. Et en fonction du type de bactérie, on aura plus ou moins de plaques aussi. Ça va être favorisé si on a des infections qui sont systémiques, donc qui vont toucher tout l'animal, mais qui agissent en même temps. C'est surtout connu dans les problèmes de gingivite chez les chats, dont on parlera après, mais les chats qui sont porteurs de ce qu'on appelle un calicivirus, la FIV, donc qui correspond au sida du chat, qui est le même type de virus que le sida humain, mais qui n'est pas transmissible à l'humain, et le virus de la leucose du chat. On sait que c'est des virus qui vont favoriser le fait d'avoir de la plaque dentaire et de la gingivite. On a bien sûr une prédisposition génétique. Un animal qui a déjà des problèmes de maladie parodontale, il y a de fortes chances que sa descendance en ait aussi. Si on a une malocclusion dentaire, donc si les dents ne sont pas les unes en face des autres, comme je l'ai dit, ben les dents, déjà, quand l'animal va mastiquer, les dents vont moins frotter les unes contre les autres. Et du coup, on a plus d'accumulation aussi de plaques et de tartre. Et l'alimentation va aussi jouer un rôle. Bien sûr que plus l'animal va ronger, moins il y aura de plaques dentaires, alors qu'un animal qui est nourri uniquement avec de la pâtée, la nourriture molle, va avoir plus facilement de la plaque dentaire. Et le problème de cette maladie parodontale, c'est que c'est un cercle vicieux, parce que quand l'animal a un début de gingivite et que les dents commencent à se déchausser, donc quand on a la gencive qui recouvre plus totalement la racine, c'est quelque chose qui fait mal. Chez l'humain, on appelle ça un collet dentaire quand on commence à avoir un bout de la racine qui est plus protégé par la gencive. Et clairement, ça fait que la dent, elle va peut-être pas faire mal tout le temps, mais quand elle touche un aliment, ça va faire un petit peu comme une décharge électrique. Ça va faire une douleur ou en tout cas un inconfort. Du coup, l'animal va plus utiliser cette dent, il va choisir de croquer plutôt sur une autre dent, de préférence carrément de l'autre côté de la bouche. Et du coup, du côté où on a le problème, les aliments frottent plus sur les dents. Et du coup, on a encore plus de plaques dentaires qui restent, on a encore plus d'inflammation. Et on encourage le cercle vicieux. Et ça, on le voit de manière assez claire. Des fois, on voit en consultation des chats ou des chiens qui ont d'un côté des dents super jolies, vraiment bien blanches, et de l'autre côté où il y a beaucoup de tartre. Là, ça veut dire, attention, il y a un problème de ce côté-là. Probablement qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que l'animal a commencé à avoir mal. Et du coup, ça fait un moment qu'il croque plus sur ce côté-là. Alors, pour illustrer ça, illustrer cette maladie parodontale, j'ai mis différents stades. Donc, à savoir que la bouche, c'est le seul organe qui est considéré comme sain quand il est enflammé, parce qu'on a toujours un tout petit peu d'inflammation, on a toujours une très légère gingivite dans une bouche. Chez les humains, ils avaient fait des tests pour ne pas avoir du tout d'inflammation dans la bouche. Il faudrait faire un détartrage par semaine, tout en se brossant les dents, hein. Donc bien sûr qu'on a tout le temps un petit peu d'inflammation. Donc sur l'image de gauche, on devine là, le bord de la dent est légèrement rouge, orangé comme ça. Donc ça, c'est vraiment un tout début de gingivite. Je dirais que là, c'est vraiment pas dramatique et clairement, ça gêne pas tellement l'animal. Ensuite, quand ça continue, ben, on voit ça devient de plus en plus rouge. La gencive est aussi de plus en plus boursouflée, beaucoup moins lisse.
Petit à petit, on voit comme sur cette image-là, l'image de droite, on devine là, la gencive, elle commence à faire un peu un arc de cercle vers le haut, donc elle commence à se retirer. On a un peu du tartre qui s'accumule sur cette dent. Ensuite, on voit là sur l'image en bas à gauche qu'on commence à avoir du tartre sur plusieurs dents. Hein. En haut à droite, on voyait que ça commence plutôt vers les dents du fond. Là, on voit que vraiment, c'est petit à petit toutes les dents qui commencent à avoir du tartre. On voit aussi là sur le croc, la gencive commence à faire un arc de cercle vers le haut. Normalement, comme on voit chez le chat en dessus, ça fait presque une ligne droite. Si on veut, là, ça commence à peine à se retirer. Derrière aussi, sur les premières prémolaires, on voit que la gencive, elle remonte un petit peu. Il y a de plus en plus de tartre. Et stade final, et je peux vous dire, vous êtes content de ne pas avoir l'odeur, c'est où on n'a plus qu'un bloc de tartre mélangé avec un petit peu des poils, un petit peu du pus. Là, je peux vous dire qu'à l'époque, la gencive, elle venait ici, à peu près. Donc, elle a bien remonté, elle est remontée jusque-là. Et toute la masse de tartre qui est là, elle s'est accrochée sur la racine. Parce que comme je l'ai dit plus haut, la racine d'une dent, elle n'a pas d'émail. Elle n'a pas cette protection, si on veut, ce vernis dessus. Donc, c'est encore plus poreux, une racine de dent. Donc, le tartre, il tient très, très bien là-dessus. Et ça peut toucher toutes les dents. Et là, sur la dernière image, on voit bien, c'est un chien vu de face. Et c'est quelque chose qu'on voit assez souvent si on prend la peine de regarder. C'est ces incisives, comme je vous disais, qui sont un peu les premières dents à partir, qui très vite se déchaussent. Là, on a la moitié de ce qu'on voit de la dent, c'est la racine qui est visible. Donc, il n'y a vraiment plus grand-chose qui tient sur l'os. Et clairement, la sensation quand on les touche, c'est un peu comme des touches de piano. On peut vraiment jouer du piano sur ces dents-là. La conséquence de cette maladie parodontale, bon, c'est déjà que ça fait mal. On sait tous, les dents, ça ne fait pas du bien. La suite, c'est qu'on a une infection locale. Alors, on peut avoir un abcès. Je vous ai parlé de cet abcès sur la 4e prémolaire. C'est l'illustration qui est à droite, où on voit justement sur le dessin cet endroit typique où ça va faire un abcès, où on aura ça va commencer par être une bosse d'abord sous l'œil du chien, mais en plus après ça peut s'ouvrir et suppurer. Et en fait, ça c'est l'infection de la carnassière, donc de la grosse dent, la 4e prémolaire qui est là, qui a vraiment la racine qui remonte très très haut. Et très souvent, c'est lié à une fracture de cette dent ou éventuellement un petit corps étranger qui s'est une fois coincé sous la gencive, et c'est une porte d'entrée pour des germes qui vont tranquillement remonter le long de la racine et faire un abcès ici. Donc ça peut faire des abcès, mais ça peut à l'extrême faire une septicémie, donc une infection du sang. Surtout, je dirais, les patients à risque sont des animaux qui ont déjà des problèmes cardiaques, un peu comme chez nous. Les gens qui ont des problèmes cardiaques, en principe, sont censés faire régulièrement des détartrages pour éviter d'avoir des germes qui se promènent dans leur circulation. Souvent, ça peut commencer par une seule dent. Si tout à coup, il y a eu une dent, comme je disais, tout à coup, il y a eu soit une dent qui s'est un petit peu fissurée, cassée, et du coup, l'animal ne va pas trop croquer là-dessus. Mais petit à petit, l'inflammation va se propager de plus en plus loin. Parce que l'animal a mal sur cette dent, il y a du tartre qui va s'accumuler, et du coup, il y a des bactéries qui vont dans la région, et chaque fois, ça va un petit bout plus loin, un petit bout plus loin, un petit bout plus loin. Ça, je le mentionne aussi parce que c'est d'où l'idée d'enlever une dent qui est déchaussée. Parce que justement, des fois, les gens disent « Ah non, mais vous enlevez pas trop de dents ». L'idée, c'est qu'en fait, si on laisse une dent qui est en mauvaise santé, ça va juste aller renforcer le risque d'infection sur les dents qui sont encore saines. Donc, le but d'enlever la dent, c'est de stopper l'infection et l'inflammation. C'est quelque chose qui est fatigant. Le corps, il va passer tout son temps à se battre contre une infection, et vraiment, ça peut être des mois, des années, suivant comment, où le corps doit tout le temps se battre contre cette infection. Donc, c'est quelque chose qui est fatigant. L'animal va aussi avoir de la peine à manger, il va manger moins bien, donc il peut aussi avoir une moins bonne digestion. Et ça, c'est plus pour le propriétaire le problème, mais c'est que l'animal va avoir vraiment une mauvaise haleine.
Chez les chats, dans les pathologies chroniques, on a une maladie que les vétérinaires appellent FORL, qui veut dire Feline Odontoclast Resorption Lesions. En français, c'est les lésions de résorption odontoclastique féline. Concrètement, c'est quelque chose qui n'existe pas que chez les chats. Ça existe chez le furet, ça existe chez l'humain, ça existe chez le cheval aussi. Je pense que ça existe encore chez d'autres, mais c'est juste qu'on ne le sait pas forcément. Et ce mot savon, en fait, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on a des odontoclastes, si on veut, c'est des espèces de petits Pac-Man qui servent à détruire la substance de la dent tout au long de la vie, et on a des odontoblastes qui servent à les construire. Et dans les os, on a la même chose, hein, on a des ostéoblastes et des ostéoclastes qui servent à renouveler la matière de l'os, et ça, c'est normal. Le but, c'est d'avoir un équilibre entre les deux, bien sûr, parce qu'on veut avoir la même quantité qui est construite que celle qui est détruite. Mais dans ces lésions de résorption, on a en fait plus d'odontoclastes, donc on a plus de Pac-Man que de ceux qui construisent. Et ces petits Pac-Man vont petit à petit ronger la dent. Et ça peut être que sur la couronne, donc ça peut être que sur la partie visible, ça peut être que sur la racine aussi, ou ça peut être les deux. Il semblerait que si c'est que sur la racine, c'est pas quelque chose qui fait mal. Mais par contre, bah, si la racine elle est toute rongée, bah, la dent va tomber, puis vu qu'elle aura plus d'attache. Si c'est sur la couronne, c'est ce qu'on voit cliniquement, ça fait ces petites taches rouges sur la dent. C'est vraiment une tache. C'est pas. Alors on a de la gingivite avec, vu qu'il y a de l'inflammation aussi, mais clairement c'est ces petites taches rouges sur la dent. C'est l'endroit où la dent elle est résorbée en fait. Il y a plus d'émail. On est directement sur la pulpe de la dent, et c'est ce qui explique que ça fait mal. Parce que, comme je vous ai dit, si la pulpe elle est en contact avec l'extérieur, ben forcément, ça fait mal. Et du coup, chaque fois que l'animal va mordre sur quelque chose, probablement que ça va lui faire comme des décharges électriques. C'est souvent sur les prémolaires et les molaires du bas. Ça peut arriver sur les canines, mais c'est un petit peu plus rare. Sur les incisives sont tellement petites que je pense qu'on n'a pas le temps de les voir, qu'elles sont déjà résorbées et tombées. Pour l'instant, on ne connaît pas l'origine de ces lésions, et du coup, on ne peut rien faire en prévention puisqu'on ne sait pas de quoi ça vient. Le seul traitement qui existe une fois qu'il y a ces lésions, bah, c'est d'enlever les dents. Si l'animal en souffre, mais disons, en principe, c'est quand même quelque chose qui est embêtant. Après, ça arrive des fois que la dent soit déjà tellement résorbée qu'on la laisse parce qu'on sait qu'elle va finir par tomber assez rapidement. Ensuite, un autre gros morceau, c'est ce qu'on appelle les gingivostomatites chez les chats. Je pense que dans les personnes qui regardent cette présentation, il y en a qui ont déjà eu ou entendu un chat qui a eu ça. C'est une inflammation chronique sur les gencives. C'est extrêmement douloureux. L'origine, elle semble être auto-immune, c'est-à-dire que le corps fabrique des anticorps contre ses propres gencives. Et c'est ça qui fait l'inflammation. Je vous ai parlé avant des calicivirus chez les chats. Donc les calicivirus, c'est un des virus qui est responsable du coryza des chats, donc du rhume des chats. Et ces calicivirus, de manière assez classique, ils vont faire comme des cloques sur la langue. Et en fait, on pense que ça joue un rôle dans ces gingivostomatites des chats, mais on n'est pas sûr parce que ce qui se passe, c'est qu'on sait que 100% des chats qui ont ces gingivostomatites, enfin 100%, entre 90 et 100% des chats qui ont ces gingivostomatites chroniques, si on fait un test, il y aura ce virus, mais il y a aussi des chats qui n'ont pas de gingivostomatite et qui l'ont aussi. C'est pour ça qu'on ne sait pas à quel point ça joue un rôle. La génétique joue un rôle. Si on a une chatte qui a des problèmes de gingivite et qui fait des petits avec un matou qui a des problèmes de gingivite, c'est à peu près certain que les petits en auront aussi. C'est quelque chose qu'on a pas mal chez les Maine Coon, bien que maintenant les éleveurs essayent quand même de faire attention à ça.
Probablement que le stress joue aussi un rôle, ce qui est assez logique par rapport aux maladies auto-immunes, parce qu'on sait que ça joue aussi un rôle là-dedans. C'est une maladie qui est extrêmement frustrante pour le propriétaire, pour le vétérinaire et surtout pour le chat, je pense. Très frustrante parce qu'il existe plein de tentatives de traitement, mais qui fonctionnent rarement à long terme. Et du coup, le but, c'est de trouver toujours une combinaison qui est bien sûr individuelle pour essayer d'avoir un chat qui a disons, une qualité de vie acceptable avec cette pathologie. Et au niveau des traitements, donc ce qu'on va faire, c'est de toute façon donner des anti-inflammatoires et des antidouleurs, puisqu'on a une inflammation, on veut enlever cette inflammation, et ce qui fait que ça fait mal, c'est l'inflammation. Et donc ça, on va de toute façon le faire. Dans des cas extrêmes, on peut même devoir donner de la morphine si le chat a très mal. Très souvent, on est contraint de donner de la cortisone. Alors la cortisone a mauvaise réputation, mais ça reste quand même un excellent médicament. Moi, je dis toujours la cortisone, c'est un extincteur. C'est-à-dire que quand le chat il a la bouche, comme sur la photo ici, toutes les gencives sont rouges et même le fond de la bouche est rouge sang, il a la bouche en feu, il faut un extincteur et la cortisone va jouer ce rôle d'extincteur. C'est-à-dire qu'on fait de la cortisone en injection, 24 heures après, le chat est déjà soulagé. Mais bien sûr, ça a des effets secondaires sur les reins, sur le poids, ça favorise au diabète. Si l'animal a déjà un diabète, on ne peut pas le faire. Donc ce n'est pas une solution non plus idéale. On peut essayer des traitements avec des antiviraux du fait qu'il y a ce calicivirus qui semble jouer un rôle. Le problème des antiviraux, c'est qu'ils sont souvent très chers. La cortisone est très très peu onéreuse. Souvent, on peut recommander d'enlever les dents. Alors, il y a des vétérinaires qui sont plutôt à dire qu'il faut enlever toutes les dents. Personnellement, je l'ai essayé. J'ai eu des chats qui ont été bien une fois qu'on avait enlevé les dents, mais tôt ou tard, ça revient. Alors, les dents ne reviennent pas, bien sûr, mais l'inflammation revient. Et le problème, c'est que c'est une pathologie qui a tendance à évoluer. Au début, c'est pour ça que ça s'appelle une gingivostomatite, c'est qu'au début, c'est que les gencives qui sont rouges, mais petit à petit, ça va de plus en plus en arrière, et c'est pour ça qu'on appelle ça une stomatite. Une stomatite, c'est une inflammation de la bouche. Et on a, comme sur cette photo, vraiment le fond de la bouche qui peut devenir vraiment énorme, comme une énorme angine à streptocoque. Je ne sais pas si vous avez eu ça, mais pour en avoir eu une fois, c'est vraiment quelque chose qui est très douloureux. Et chaque fois qu'on avale sa salive, ça fait super mal. Et d'ailleurs, typiquement, ça peut être des chats qui bavent énormément. C'est pas qu'ils salivent plus, c'est juste qu'ils n'avalent plus leur salive parce que chaque fois qu'ils avalent, ils ont mal. Et donc, par rapport aux extractions, c'est clair que les dents qui sont déchaussées, il faut les enlever. Mais celles qui ne sont pas déchaussées, je ne suis pas toujours sûre que ce soit une solution en soi de les enlever. Parce que ce n'est pas dit que ça aide à long terme. Mais voilà, des fois, il faut essayer. Dans l'idéal, ça serait bien de mettre en place une hygiène buccale pour essayer d'avoir le moins de bactéries, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la bouche, il y a de toute façon des bactéries dedans, on a de l'inflammation, et plus il y a de bactéries, plus le corps va réagir avec l'inflammation. Donc, si on arrive à avoir moins de bactéries dans la bouche, il y aura aussi un peu moins d'inflammation. Maintenant, chez les chats, les soins dans la bouche, c'est souvent rock'n'roll, pour pas dire impossible. Et s'ils ont mal, c'est encore pire. Mais parfois, on arrive quand même à faire quelque chose. On peut donner aussi des probiotiques. Parfois, ça peut aider justement à stabiliser la flore buccale aussi. Des acides gras essentiels. Donc, les acides gras essentiels, c'est les oméga 3, oméga 6 qu'on trouve dans les huiles de poisson, mais aussi dans plein d'huiles. Ça peut aider, surtout parce que les oméga 3 sont anti-inflammatoires et sans les problèmes d'autres anti-inflammatoires qui peuvent être mauvais pour les reins. Donc, des fois, ça peut aider.
On peut essayer des traitements en homéopathie, on peut essayer des traitements en phytothérapie. Je ne l'ai pas noté, mais il y a aussi des chats chez qui ça peut aider de faire du laser. Après, le problème, c'est que si c'est au fond de la bouche et qu'il faut faire des séances tous les 2 jours, il faut avoir un chat vachement sympa qui est d'accord qu'on lui garde la bouche ouverte pour aller faire du laser dans la bouche. Par rapport à ça, donc il y a un des bonus que vous allez recevoir avec la présentation, c'est justement différentes choses qu'on peut essayer dans ces cas de gingivo-stomatite. Donc différents traitements phyto, argent colloïdal, etc. Il n'y a pas un truc qui va marcher sur 3 chats différents. Il y a un truc qui va mieux marcher chez un chat, un autre qui va pas du tout marcher chez un autre. Et souvent, il faut faire une combinaison de tout. Donc, comme je disais, ben, la cortisone pour éteindre le feu, peut-être un jour sur deux des anti-inflammatoires, et puis en plus des probiotiques, et puis peut-être un petit peu d'homéopathie, etc. Et c'est un peu un puzzle, le traitement de cette maladie. Et c'est pour ça que je dis que c'est très frustrant. Dans tous les cas, c'est des animaux qu'il faudrait éviter de reproduire parce que ça fait vraiment, vraiment mal au cœur de les voir comme ça. Et du coup, si on peut éviter de les reproduire, je pense que c'est sympa pour les potentiels descendants. Maintenant, un petit peu plus joyeux que ça, c'est les époulis. Les époulis, c'est des bourgeonnements de gencives. On a ça assez souvent chez les chiens brachycéphales, type bulldog. En fait, c'est une hyperplasie de la gencive. Donc, la gencive, elle fait des bourgeons, mais c'est quelque chose de bénin, c'est pas cancéreux. Le problème de ces bourgeonnements, c'est que ça va recouvrir petit à petit les dents et un peu comme une stalactite dans une grotte, si on veut. Et il y a facilement, du coup, du tartre et des corps étrangers, des poils, de la nourriture, tout ce qu'on veut, qui va se coincer dessous, ce qui fait que quand ça va s'infecter, ça va sentir mauvais. Et le seul traitement qu'il y a, ben, c'est d'enlever ces trucs de manière chirurgicale. Mais c'est vraiment pas un gros traitement. En principe, on le fait en même temps qu'un détartrage. On les enlève et c'est pas grave. Beaucoup moins drôle, c'est les tumeurs orales. Donc les tumeurs dans la bouche. Donc une tumeur, en simplifié, donc c'est un cancer. Hein, il y a des gens qui ne savent pas que c'est un synonyme, mais disons une tumeur, c'est des cellules qui appartiennent au corps qui ont, entre guillemets, pété les plombs et qui se sont reproduites alors qu'elles ne devaient pas et qui vont du coup produire une excroissance. Et les tumeurs orales vont avoir pour origine très souvent l'os, donc l'os de la mâchoire, où on a très souvent des mélanomes dans la bouche, essentiellement chez les chiens. Les caniches sont prédisposés par exemple. Malheureusement, ces tumeurs orales, elles sont très très souvent malignes, c'est-à-dire qu'elles vont être invasives. Elles vont pas être bien délimitées, donc on ne pourra pas bien les enlever. Elles sont du coup difficilement opérables, elles ont tendance à faire des métastases et du coup le pronostic est souvent très réservé, voire sombre. Et le problème, c'est que quand c'est sur la mâchoire supérieure, bah, on ne peut pas les enlever. Mâchoire inférieure, en théorie, on peut enlever un bout de l'os de la mâchoire, mais c'est déjà des grosses chirurgies. Et très souvent, les gens ne sont pas prêts à le faire parce que c'est quand même une grosse intervention sans garantie que ça ne revienne pas. Typiquement, avec les tumeurs orales, on a vraiment soit une bosse qu'on voit quand l'animal bâille ou carrément de l'extérieur, et petit à petit la langue qui va être déviée parce qu'il ne peut plus mettre sa langue en bonne position. Donc par rapport à ça, sans non plus devenir parano, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil de temps en temps dans la bouche de son animal quand il bâille, juste de voir s'il y a quelque chose d'anormal ou pas. Et les caries, parce que souvent les gens se disent, bah oui, nous on a tout le temps des caries. Alors, est-ce qu'ils ont des caries? En fait, c'est très 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 rare chez nos animaux de compagnie.
D'une part parce qu'ils ne sont pas censés manger de sucre. Du coup, petit message subliminal pour nous, c'est que si on ne mangeait pas de sucre, on aurait probablement beaucoup moins de caries. Après, il n'y a pas que ça. Ils ont aussi une flore buccale qui est différente de la nôtre, donc ils n'ont pas le même type de bactéries que nous dans la bouche. Et du coup, en fonction du type de bactéries, on a plus ou moins formation de caries. Et le pH de la salive est souvent plus alcalin, donc plus basique que chez nous. Et ça, on sait que ça a un effet protecteur contre les caries. C'est pour ça qu'il existe des chewing-gums pour humains qui modifient le pH de la salive pour avoir un effet protecteur contre les caries. Donc c'est assez rare, mais si ça arrive, comme on le voit là, ça c'est une carie sur un croc d'un chien, ça fait un petit trou noir comme chez nous, mais franchement c'est extrêmement, extrêmement rare. Et concrètement, ça se traite soit la même chose que chez nous, mais du coup ça implique quand même, suivant comment, un traitement assez compliqué et onéreux, soit très souvent ce qu'on fait c'est qu'on enlève la dent et c'est terminé. Alors, pour la prévention, donc prévention des problèmes dentaires, c'est les soins. Alors, moi, au début de ma carrière, quand on nous disait oui, il faut brosser les dents des animaux, je rigolais. Mais en fait, l'argument qui m'a convaincue, c'est quand on m'a dit si c'était aussi simple que manger des croquettes, pourquoi nous, on se brosserait les dents? Et effectivement, moi, ça m'a convaincue. En tout cas, c'est qu'effectivement, le mieux, c'est de brosser les dents. Chez les chiens, on arrive à les habituer, la plupart, on arrive quand même à les habituer à n'importe quel âge. Chez les chats et furets, honnêtement, si on ne les habitue pas depuis bébé, c'est quasiment impossible. Ou en tout cas, c'est un exploit de réussir à le faire. Et le but, donc, c'est d'enlever mécaniquement la plaque dentaire. Comme j'ai dit, la plaque dentaire, c'est ce biofilm, c'est ces bactéries qui collent avec du liquide. Et la même chose que la gamelle d'eau qui a traîné, où il y a ce truc gluant au fond, ou l'arrosoir, si vous faites juste couler de l'eau avec, puis que vous mettez un peu de produit vaisselle, puis que vous attendez, ça ne va jamais partir. Et du coup, les dents, c'est la même chose, il faut frotter. Comme la gamelle, il faut frotter pour enlever cette plaque dentaire. Et si on enlève la plaque dentaire, on n'a plus de plaque dentaire, on n'a plus possibilité d'avoir du tartre. Et d'où se brosser les dents. Après, il existe des doigtiers, donc comme sur l'image en bas, des petits trucs à mettre sur le doigt pour frotter les dents du chien. Il existe des brosses à dents exprès pour chiens, mais une brosse à dents pour enfants va très bien. Moi, mon truc préféré, c'est avec un tissu, je vous montrerai après. Je dirais l'avantage de la brosse à dents, c'est si on a un animal qui a un petit peu envie de nous mordre les doigts, c'est clair qu'au moins il mord la brosse à dents. Le désavantage, c'est qu'on contrôle moins nos mouvements, donc on a plus de risques de leur faire mal et de les dégoûter de l'histoire. Il existe des dentifrices. Alors, il ne faut pas utiliser des dentifrices pour nous parce qu'il y a du fluor et le fluor n'est pas fait pour être avalé. Il existe des dentifrices pour animaux, mais honnêtement, le problème, c'est qu'ils sont aromatisés au poulet et l'animal, il va vouloir tout le temps lécher, il ne va pas vous laisser brosser. Donc, autant le faire juste à sec ou avec un tout petit peu d'eau. C'est vraiment l'effet mécanique qui est important. Si c'est pas possible de nettoyer les dents, alors bien sûr que des sticks à mâcher, il y a plein de marques qui font des Dentastick et compagnie, ça va aider. Le problème, c'est que déjà, ça va marcher essentiellement chez les chiens parce que les chats mâchouillent peu. Le problème, c'est qu'ils vont mâcher avec les dents derrière, donc ça ne va pas agir sur les crocs. Et on remarque vraiment que les chiens qui rongent souvent des choses, derrière les dents sont nickel, mais devant, il y a du tartre. Il y a un type d'algue des pays nordiques, je ne vous ai pas mis le nom scientifique de l'algue parce qu'on s'en fiche un petit peu, mais c'est un type d'algue où on sait que ça va diminuer la quantité de plaques dentaires. Donc il y a des produits qui s'appellent Plaque Off, Plaque Stop, qui sont sous forme soit de petits sticks à donner, soit de poudre à mettre dans la nourriture. Ça va diminuer l'apparition de la plaque dentaire et donc du tartre. Mais il faut vraiment le donner sur le long terme. Donc, ce n'est pas en donnant 2 mois qu'on verra une différence, mais si on le donne sur une année, on verra quand même une petite différence.
Les dentifrices, j'en ai parlé. Donc, il y a des dentifrices où c'est écrit enzymatique. En fait, c'est qu'il y a dedans des enzymes qui vont un petit peu détruire le tartre. Il existe des désinfectants qu'on peut mettre dans l'eau de boisson de l'animal. Il y a un produit qui s'appelle Vetaquadon. En fait, concrètement, c'est la chlorhexidine, donc un désinfectant qui est dilué, qu'on peut mettre dans l'eau de boisson. Et du coup, l'animal, quand il va boire, il va avoir un petit peu de désinfectant dans la bouche. Et si l'animal ne se laisse pas brosser les dents et qu'il a facilement du tartre, ben de prévoir de faire des détartrages de manière régulière. Donc, pour laver les dents, moi, mon truc préféré, c'est de le faire justement avec un petit bout de tissu. Comme je le montre en consultation, je prends toujours une compresse parce que c'est ce que j'ai sous la main, mais on peut prendre un bout de papier ménage, on peut prendre un chiffon microfibre, c'est égal. Donc sur l'image de gauche, on voit le chien, il n'a pas beaucoup de tartre, hein. Franchement, il a des dents qui sont pas trop mal. Et je prends la compresse sur mon index, donc j'emballe mon index dedans et je vais frotter avec mon index sur les dents. Et on voit à droite, ça c'est le après. Et je vous promets que je n'ai pas frotté pendant 10 minutes. Je suis passée une fois sur les dents et ça c'est la couleur de ce qui sort. Donc pour dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup, mais rien qu'en frottant une fois, il y a déjà tout ça qui part. Alors, maintenant, les lapins et les rongeurs. Donc, c'est une partie plus courte, hein, je vous rassure. Donc, les dents poussent toute la vie et ça pousse de 3 à 5 mm par semaine. Donc, ça pousse vraiment très vite. Les incisives sont très longues. Elles ont aussi des très longues racines. À droite, c'est une radiographie d'une tête d'un lapin. On voit à l'avant ces arcs de cercle, ça c'est les incisives, donc les racines elles sont très longues. Et à l'arrière, c'est les prémolaires et les molaires, et on voit aussi qu'elles sont vraiment très longues. Elles vont sur le bas, elles vont presque jusqu'au bas de la mâchoire, c'est des très longues racines. Ils n'ont pas de canines, du coup ils ont un espace entre les incisives et les prémolaires. Alors un espace entre les dents, ça s'appelle un diastème, pour ceux que ça intéresse. Ils n'ont pas de canines, bah, c'est logique, ils ne chassent pas, ils n'ont pas besoin d'immobiliser des proies, ils n'ont pas besoin de canines. Après, les rats, les hamsters, les gerbilles, les souris n'ont pas de prémolaires, ils ont juste des molaires. Et les chinchillas, les octodons, les lapins ont une prémolaire, puis après c'est des molaires, mais concrètement, comme on voit sur la radio, on ne voit pas la différence. C'est juste à titre d'indication. Au niveau des spécificités, donc c'est des herbivores, des granivores, donc la mastication est très importante chez eux. D'où des prémolaires, des molaires qui sont beaucoup plus proches de la forme des nôtres, donc qui sont vraiment des gros cubes qui servent à broyer. Elles sont plus longues, elles sont plus carrées, elles ont une racine qui est très forte, concrètement aux molaires de nos chats et de nos chiens qui sont en guillemets un peu ridicules. Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas du tout le même régime alimentaire. Et plus les molaires ont des petites dentelures dessus, plus ça augmente la surface de broyage. Les rats et les souris sont considérés plutôt comme omnivores, donc ils ont des molaires qui sont moins grandes proportionnellement, ce qui est assez logique. La couleur des dents peut varier. Les rats, par exemple, ont des dents qui sont vraiment très jaunes, ça c'est normal. Et j'en ai parlé au début, les joues sont plus ou moins extensibles pour pouvoir mastiquer une plus grande quantité de fibres en même temps. Les symptômes de problèmes dans la bouche, donc bon, c'est des symptômes qui sont similaires aux autres animaux, mais surtout, ils vont moins manger. Peut-être au début, on ne remarquera pas, mais ce qu'on va voir, c'est qu'ils vont perdre du poids. Et j'insiste là-dessus, tous ces petits animaux sont potentiellement des proies pour l'être humain, donc eux, ils se sentent prédatés par l'humain, donc ils ne vont pas nous montrer des symptômes très tôt quand ils ont des problèmes. Et du coup, si on pèse régulièrement son animal, ça permet de déceler un problème peut-être avant qu'il soit au stade où il ne mange plus et avant le stade où il va montrer à son prédateur que ça ne va pas. Souvent, ils vont recracher de la nourriture, ils vont baver, donc ils sont sales sous le menton et sur les pattes avant aussi. Ils peuvent faire des abcès sous la mâchoire inférieure, donc ça peut faire une grosse bosse. J'ai mis des photos plus tard. Attention parce que les rongeurs ont un pus qui est souvent très épais, c'est vraiment caséeux, c'est comme du fromage et ça ne va pas couler comme du pus chez un chien ou chez un chat où ça va être plus liquide. On peut avoir les yeux et le nez qui coulent parce que comme je vous ai dit, les racines sont très longues, donc on est vraiment pas loin des yeux et du nez.
On peut avoir une mauvaise haleine, mais après, on fait peut-être moins attention. Et on peut avoir des incisives qui dépassent la bouche si elles sont trop longues. Donc là, clairement, c'est des exemples donc, où on voit bien que les incisives sont trop longues. Alors, ça peut vraiment être extrême, hein. Des fois, ils arrivent encore un petit peu à attraper de la nourriture, mais très vite, ils n'arrivent plus à se nourrir correctement. Et ça arrive vraiment très vite. Donc, les gens qui disent, je suis partie 2 semaines en vacances, je suis revenue, l'animal était comme ça, c'est tout à fait possible. Et c'est pas de la mauvaise foi. Là, sur la photo à droite, on voit le lapin qui est tout sale au bord de la bouche. Ça, c'est souvent quand ils ont bavé. Après, ça se voit pas sur l'animal réveillé, mais endormi, il peut avoir ce qu'on appelle des spicules, c'est-à-dire des petites pointes où les molaires vont en fait être déviés vers l'extérieur et ça va faire des petites pointes, ça les fait saigner dans la bouche. Cette image-là, c'est typiquement l'abcès de lapin qui a un gros abcès sous la mandibule. Et comme le pus est épais, ça va aussi moins vite se percer et ça va faire plus vite une grosse bosse. On peut avoir un écoulement aux yeux comme on voit là sur ce lapin. Et là, en bas à droite, c'est de nouveau un énorme abcès sur un chinchilla. Et donc, le problème le plus fréquent, c'est la malocclusion. Donc, c'est ces dents qui ne sont pas l'une en face de l'autre. Du coup, elles ne s'usent pas. Et comme elles poussent tout le temps, si elles ne s'usent pas, très vite, ça devient problématique. Ça peut toucher autant les incisives que les prémolaires ou les molaires. C'est clair que pour le propriétaire, les incisives, il va le voir, les prémolaires, il ne peut pas voir, mais par contre, il va voir que l'animal va recracher de la nourriture, qu'il va moins manger. Et comme ça pousse très vite, il faut très vite faire quelque chose. Le traitement, concrètement, c'est de limer ses dents dans un premier temps. Les incisives, très souvent, on n'a pas besoin d'endormir l'animal, il se laisse assez bien faire. Par contre, au fond, pour les prémolaires et les molaires, on est obligé de les endormir. Donc, à long terme, c'est recommandé en fait d'enlever ses dents parce qu'on va, vu à la vitesse à laquelle ça pousse, on ne peut pas toutes les 3 semaines faire une narcose pour aller limer les dents du fond. Pour les incisives encore, on peut, mais les dents du fond, c'est quand même assez risqué. À savoir qu'un lapin rongeur peut vivre sans aucun problème, sans incisive. Donc, il n'en a pas forcément besoin si l'alimentation est adaptée. Donc, c'est vraiment pas un problème pour eux. Les abcès dentaires, donc, ça peut être une conséquence d'une malocclusion, mais c'est donc une infection. Les germes viennent en principe de la bouche, donc on a eu une blessure ou une cassure de la dent qui a servi de porte d'entrée pour ces germes au niveau de la racine de la dent. Et suivant sur quelle dent c'est, on n'aura pas les mêmes symptômes. Si c'est sur les incisives supérieures, on peut avoir un écoulement aux yeux ou dans le nez parce que comme les racines remontent très haut, ça peut gêner au niveau du canal lacrymal ou des narines. Si c'est sur les prémolaires, on aura des abcès sur les joues. Et si c'est sur la mâchoire inférieure, ce sera plutôt sous le menton qu'on verra, menton ou sur l'arrière des joues, qu'on verra ces abcès. À savoir que ces abcès dentaires, c'est très compliqué à traiter parce que l'os est toujours touché, il est toujours infecté. Le pus est épais, donc il est difficile à évacuer. Et c'est souvent obligatoire d'enlever la dent qui pose problème pour traiter cet abcès, mais ça peut vraiment être un problème qui devient chronique. Donc, des fois, il faut les traiter à vie et nettoyer ces abcès régulièrement jusqu'à la fin de la vie de l'animal. Et du coup, la prévention des problèmes dentaires des NAC, c'est l'alimentation. C'est hyper important et d'avoir une alimentation équilibrée et évidemment d'éviter de reproduire des animaux qui ont déjà des problèmes d'occlusion dentaire. Pour l'alimentation, donc, ils ont des dents qui poussent toute la vie parce qu'elles s'usent très vite en frottant sur la cellulose du foin. L'aliment numéro 1 des herbivores, c'est du foin, du foin, du foin, du foin, du foin. Pour des granulés ou des graines, de manière générale, on recommande 1 cuillère à soupe rase par kilo d'animal. Donc, si le lapin fait 2 kilos, c'est maximum 2 cuillères à soupe rase par jour
de granulés et c'est vraiment très peu. Souvent, les gens donnent peu. Et l'idée, c'est de se dire qu'un lapin sauvage, il ne va pas tomber hyper souvent sur des graines. Il va en trouver une ou deux, mais il n'y a pas d'arbre à graines qui pousse et puis où il peut se goinfrer de ça. Et le ratio, donc la proportion de calcium et de phosphore dans l'alimentation est très importante. On veut, de manière générale, en tout cas, 2 fois plus de calcium que de phosphore dans l'alimentation. Parce que si ce rapport n'est pas respecté, on aura ce qu'on appelle une élongation apicale des racines, c'est-à-dire que l'os de la mâchoire va se fragiliser et du coup, avec la pression des dents, les racines vont être enfoncées de plus en plus dans l'os et du coup, elles peuvent carrément transpercer l'os, surtout sur la mâchoire du bas, et ça va favoriser des abcès. Et par rapport à ça, c'est le deuxième bonus que vous allez recevoir, c'est un tableau avec différents fruits et légumes et le ratio calcium-phosphore de ces fruits et légumes. Ça ne veut pas dire que c'est interdit de donner ceux qui ont un ratio qui est très bas. Par exemple, vous verrez, les fraises ont un ratio qui est très bas. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais à donner avec parcimonie. Et au contraire, ceux qui ont un rapport qui est haut, on peut y aller gaiement et leur donner. À savoir si jamais pour ceux qui ont des reptiles, c'est tout aussi important pour eux. Et pour les poules aussi d'ailleurs. Donc ça s'applique à tout le monde, ce tableau que vous allez recevoir. Et du coup, quand est-ce qu'on consulte Alors, donc, de manière générale, hein, que ce soit chat, chien, furet ou rongeur, de manière générale, c'est s'ils ont de la peine à manger, s'ils perdent du poids. Et pour les lapins et les rongeurs, il faut consulter vraiment le plus vite possible parce que ils sont souvent déjà très avancés dans leur pathologie quand nous, on remarque que ça ne va pas. S'ils ont une mauvaise haleine, s'ils recrachent des boulettes de nourriture, ça, il faut absolument consulter. Et du coup, j'en ai parlé plusieurs fois. Donc, les annexes, il y a une fiche avec les possibilités de traitement pour les gingivites, stomatites. Alors, c'est essentiellement pour les chats et pour les chiens, mais il n'y a pas de contre-indication pour les autres non plus. Et ce tableau des valeurs de calcium, phosphore de différents fruits et légumes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Je vais juste ressortir de mon écran. Hop. Alors, tac. Voilà. Alors du coup, ouais, on peut passer aux questions. Alors, pour l'instant, moi, j'en ai pas sur le chat. Est-ce que tu peux régler juste ton... Voilà, comme ça, on te voit mieux. Merci. Ouais, ton cadrage, merci. Alors, je vous laisse soit prendre la parole en ouvrant votre micro, soit, si vous préférez, écrire dans le chat et on lira vos questions. Tu m'avais dit qu'il y avait une dame qui avait déjà posé la question pour brosser les dents. Oui, elle a reçu un gant, donc un doigt plutôt en Oui, plastique, là, oui, comme tu as montré sur la photo, et elle ne savait pas trop comment oui, l'utiliser avec son petit chien, oui. son Spitz nain. Voilà. Alors, je vous fais la démo. Alors, donc, je vais Faut que juste... tu recadres de Oui, nouveau. il faut que je la recadre un peu vers le bas. Vous avez, comme ça, vous voyez mieux. Vous n'avez pas mes yeux, mais c'est égal. Donc, ça, c'est une mâchoire de chien, en l'occurrence. Et donc, ce que je vous expliquais, les dents les plus importantes, c'est les crocs qu'on voit là et les carnassières, donc les grosses dents ici. Après, ce qui est un peu frustrant quand on va brosser les dents du chien ou du chat, on arrive bien à brosser la partie extérieure, par contre la partie interne, donc ici, c'est très compliqué. Si on y arrive, c'est super, mais en l'occurrence, la majorité du tarte se fait sur l'extérieur, donc au moins la vie est bien faite. Ce qu'on arrive à nettoyer, c'est ce qui va se salir le plus facilement. Il y a différentes possibilités. Donc, comme je disais, on peut avoir des petites brosses à dents. Alors, il y a différents modèles. Il y en a où il y a deux petites brosses en V qui permettent. Enfin, l'idée, ça serait de pouvoir passer à l'intérieur et à l'extérieur de la dent, mais c'est égal. Donc, on va brosser. Alors, chez nous, on doit faire les petits ronds, mais disons, chez le chien, chez le chat, si on arrive déjà au moins à passer un petit coup dans chaque sens sur le côté et pas oublier devant, c'est déjà bien. Si on a un chien qui est super sympa, des fois on arrive à entrouvrir la bouche et encore à faire le bas, parce que quand la mâchoire est fermée, les dents du haut recouvrent les dents du bas. Mais souvent la carnassière du bas a relativement peu de tarte, donc quand la mâchoire est fermée,
on va faire les dents du haut et puis on arrive à atteindre les prémolaires du bas, même la mâchoire fermée. Après, il existe des doigtiers. Alors là, c'est un modèle avec une mini brosse au bout, mais il y a aussi des trucs qui englobent tout le doigt. L'idée, c'est juste que comme ça, on sait un petit peu plus où on va, mais c'est la même chose, on va passer dessus. Et ce que je vous ai dit, moi, mon favori, c'est vraiment la compresse, mais chiffon microfibre, c'est un peu plus écologique, comme ça vous pouvez les laver. C'est vraiment, moi, je prends la compresse comme ça, donc sur mon index, j'emballe mon index et je vais vraiment frotter. Et vraiment, je vous promets que je pense 70% des chiens en consultation se laissent faire sans problème, mais vraiment sans aucun souci. En tout cas, sur le côté, après, devant, il y a un peu les babines qui gênent, mais même, en principe, ils sont assez d'accord. Et puis, on leur donne une petite croquette après. Ça se passe vraiment bien. Et souvent, les gens sont eux-mêmes étonnés parce qu'ils n'avaient jamais pensé que ça serait aussi simple. Voilà. Est-ce que le sens est important parce que tu montres depuis derrière vers l'avant? Bon, alors bah, on va vraiment frotter. Après, moi, j'essaie de le faire assez rapidement. Donc, je vais vraiment faire un petit coup là, un petit coup là. Et puis, mais vraiment de frotter. Et comme je l'ai montré sur les photos, quand on frotte, ne serait-ce qu'on fait un aller-retour, ça sort jaune très, très vite. Et du coup, vu que les dents les plus importantes, c'est les crocs et les prémolaires, on essaie de se concentrer déjà au moins là-dessus. Ma foi, si on arrive à faire le tout, c'est super, mais si on arrive au moins à garder celles qui sont les plus importantes, c'est déjà vraiment chouette. Et puis, une autre question qui me vient, est-ce que c'est mieux que l'animal soit couché sur le côté ou bien Alors, c'est mieux qu'il moi, en soit debout? consultation, je le fais sur l'animal qui est debout ou assis. Les photos que j'ai faites là pour passer sur le doigt, bon, c'est un très gentil chien qui était couché sur le côté, c'est facile de faire des photos, mais c'est complètement égal. D'accord, merci. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour l'instant, il n'y en a pas Oui, dans le j'aurais une chat. question. Oui. Oui, vas-y, Frédéric. Euh, pour des chats qui mangent que de la nourriture humide parce que ils ont eu des problèmes avec des croquettes assez graves de santé, au niveau des dents, est-ce qu'on devrait leur donner quelque chose qui aide à... On m'avait dit, on m'avait parlé de cœur de poulet à mâchouiller, bon, ce qui m'enchantait moyennement à donner, mais Alors, bah, c'est clair que pour des chats qui vont manger que de la pâtée, ils auront plus facilement du tertre et de la plaque dentaire. Euh, Après, il y a plusieurs fabricants qui ont essayé de faire des choses à mâcher pour les chats, mais il semblerait que ça marche pas très bien. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut pas essayer, hein, mais on peut essayer. Ou alors, il y a même ces 4 sticks, ces petites saucisses comme ça, où à la limite, on peut donner des bouts plus grands, comme ça, le chat est obligé de les mastiquer. Mais après, franchement, s'ils ne veulent pas, il reste que le nettoyage des dents ou alors de temps en temps un détartrage. Mais les chats, pour ça, sont un petit peu frustrants. merci. Mais du coup, pour les détartrages, pour des chats très âgés, c'est un peu 50-50, disons. Alors, c'est vrai que c'est souvent une question qui revient parce que c'est rarement un animal d'une année qui pète le feu qui a besoin d'un détartrage. C'est souvent sur la deuxième partie de la vie. Et après, bon, pour un détartrage, en principe, on n'endort pas l'animal aussi profondément que pour une opération, à part s'il y a vraiment beaucoup d'extraction, où là, il a meilleur temps de dormir quand même assez profondément. Mais si c'est pour un détartrage, il est plus léger. Et les chats ont moins de dents, donc il y a moins de dents à détartrer, donc ça prend moins de temps, donc la sédation va être quand même beaucoup plus courte. Donc, de manière générale, en principe, enfin, il faut chaque fois peser le pour et le contre. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de tartre, ça vaut la peine de le faire parce que ça ne va pas aller en s'améliorant en vieillissant. Donc, autant pas trop attendre non plus. Mais c'est clair qu'on peut aussi se dire que si le chat a 18 ans puis qu'il a un petit peu de tartre, ben, ma foi, il vivra avec son tartre. Parfois, on arrive chez les chats, surtout parce ils ont surtout du tartre sur les carnassières. On arrive des fois à juste, en soulevant la balbine, à crocher le tartre avec le bout de l'ongle, puis à enlever ça, on enlève vraiment comme un caillou.
Moi, j'essaye de le faire en consultation si le chat est sympa, que je vois un gros caillou et puis que c'est typiquement le chat de 17-18 ans. En donnant un coup avec l'ongle, ça décroche d'un coup le bout de tartre et puis comme ça, le gros est parti. Et ça évite de faire un détartrage. J'aimerais savoir si justement chez le chat, est-ce qu'il faut prévoir un détartrage entre guillemets systématique tous les combien ou pas? Ou c'est juste il faut Ouais, regarder? alors pas forcément. D'ailleurs, enfin, que ce soit n'importe quel animal, hein, enfin chat, chien, furet. Après les nacs, pas le temps d'avoir du tartre vu que ça pousse tout le temps. Mais pas forcément parce qu'il y a vraiment, c'est comme chez nous, il y en a qui n'ont jamais eu un détartrage de leur vie et qui ont des dents qui sont vraiment de bonne qualité, qui accrochent entre guillemets peu de tartre et qui n'en ont pas forcément besoin. Donc ça vaut la peine de faire un contrôle chez le vétérinaire de le faire contrôler. Mais c'est vrai que c'est pas rare qu'on voie des animaux qui n'ont jamais eu un détartrage de leur vie et qui ont 12-13 ans et qui ont des dents qui sont vraiment en bon état. Alors, je dirais pas qu'elles sont étincelantes, mais disons où il y a tellement peu de tartre que si on pèse le contre de faire une sédation et le pour du détartrage, ça vaut pas tellement la peine. Donc il n'y a pas forcément besoin. Il y a des animaux qui vont jamais être détartrés de leur vie et ça ira très bien. Oui. Oui. Bonsoir Elena. Je voulais Bonsoir. savoir si pourriez-vous rappeler du nom de l'algue dont vous aviez parlé. Alors, par cœur, je ne me souviens pas, mais je vais vous la retrouver très vite parce qu'elle a un nom barbare. Alors, je vais vous retrouver ça. J'ai hésité à l'écrire, après je me suis dit non, mais les gens ils vont faire des cauchemars. À ce point. Alors, je vais voir ça. Tac, tac, tac. Je sais que je l'ai trouvé. C'est Ascophyllum nodosum. Asco, comme la nourriture pour chien de la Migros, Phylum Phy2L-U-M, et puis son nom de famille c'est Nodosum, Nodosum. D'accord. Bon, moi, je me donne assez souvent de la chlorella dans l'alimentation pour éviter justement de passer par les probiotiques, les prébiotiques, les probiotiques. Et il me semble que ça fait son effet aussi. Alors, bah, ça ne Parce que... m'étonnerait pas dans le sens. Alors, après, cette algue dont je parlais, en fait, ils se sont aperçus que, je crois que c'était en Norvège, que les gens qui consommaient cette algue régulièrement avaient beaucoup moins de tartre que ceux qui n'en consommaient pas. Après, que ce soit ça ou que ce soit l'idée d'entretenir la flore buccale, que ce soit avec des probiotiques ou la chloréa, ben, le but, c'est justement d'avoir une flore buccale Voilà. est équilibrée et qui évite les bactéries qui favorisent ce problème. Est-ce qu'on peut dire aussi que la flore buccale dépend quand même de la flore intestinale? Ah, je pense, Et oui. Oui, oui, alors je pense clairement. Après, encore plus chez un chien qui mange des cacas, mais disons, je pense que de toute façon, c'est en lien. Hein, les bactéries qu'on a dans la bouche, on les avale aussi. Donc, Et encore une petite question. Tout à l'heure, au niveau de la gingivo-stomatite, vous avez parlé de l'argent colloïdal. oui. Et en combien de quantité vous préconisez? Ouais, alors bah, ça, vous l'aurez sur le complément. Ok. Alors après, vraiment, on trouve de tout dans les recommandations, hein, mais il y en a qui disent que c'est mieux de faire des cures et il y en a qui en donnent tout le temps. Après, je pense que c'est plus une question de problème. Si l'animal n'a pas trop de problèmes, on peut faire des cures. Par contre, pour un chat qui a vraiment une gingivostomatite, je connais plusieurs personnes qui en donnent systématiquement dans l'eau de boisson. Et voilà, ça change pas du tout au tout, mais pour un chat, on peut aller jusqu'à 10 millilitres par jour. Oui, c'est ça. Donc voilà, après, il faut qu'ils le prennent parce qu'il y a le goût un peu argenté qu'il faut voir, qu'il faut plaire, mais voilà. Et ça peut aider aussi l'argile verte dans l'eau. Alors, on peut l'essayer aussi. Ça Mhm. change un peu le pH aussi. Oui, voilà, ouais, ouais. Mhm. Alors vraiment, ces problèmes de gingivostomatite chez les chats, comme je disais, c'est un puzzle et il faut essayer.
Faut essayer vraiment différentes choses et tout à coup, peut-être qu'on va trouver quelqu'un. J'avais une dame qui avait des super bons résultats avec des extraits de pépins de pamplemousse. Je l'ai aussi mis Ah sur oui. Manex. Ah oui. Mais après, c'est un petit peu particulier au niveau du goût et il faut que le chat accepte. Mais elle, finalement, elle avait réussi à faire accepter. Donc voilà, il faut vraiment essayer Mhm. Oui. et pas Merci. désespérer. Merci beaucoup. Bonne Oui, je vous en soirée. prie. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Oui, j'aurais volontiers une question, s'il vous plaît. Oui. J'ai une sphinx et puis je dis que c'est un chat qui déteint énormément hein, au niveau de la peau aussi, mais comme il se lèche, j'ai l'impression qu'elle a des dents, enfin que ça déteint aussi sur ses dents. Elle a les dents très colorées. Je ne sais pas si c'est aussi ce même phénomène que sa peau qui déteint vu qu'elle se lèche. Et est-ce que ça demande un soin particulier? Alors, c'est vrai que les sphinx ont des dents de pas très bonne qualité dans le sens qu'elles sont plus facilement poreuses et si elles sont plus poreuses, elles vont aussi plus se colorer. Alors après, ça ne demande pas plus de soins. Par contre, c'est clair que si elle est d'accord de se faire laver les dents de temps en temps, ça serait bien. Donc, l'idéal, ça serait de brosser les dents des animaux tous les jours. Mais moi, je pars du principe que si on dit aux gens de le faire tous les jours, on a une chance qu'ils le fassent peut-être déjà 2 fois par semaine, ça serait déjà pas mal. Et de toute façon, c'est mieux que rien, donc de le faire autant que possible. Mais effectivement, si sur un chat, si on arrive à l'habituer, encore plus chez un sphinx où on sait que voilà ils ont des dents plus fragiles, plus poreuses, c'est top. Ouais, donc il y a quand même un soin beaucoup plus enfin une attention plus particulière. Ils ont des dents vraiment. Enfin, je pourrais aussi utiliser, enfin, des bains de bouche aussi peut-être. J'essaie de lui faire des bains de bouche aussi avec un produit qu'un vétérinaire m'avait donné. Mais de toute façon, cette coloration, elle est normale du sphinx. Je vais pas pouvoir l'enlever. Non, alors Non, ouais, hein, c'est même ça? alors des fois en détartrant, on arrive un petit peu à diminuer, mais très souvent ils ont, par exemple sur les canines, sur les crocs, ça leur fait comme une petite ligne brune verticale, et ça c'est vraiment de la coloration. On n'arrive pas à la faire partir comme chez nous où on a des gens qui ont plus de coloration sur les dents. Donc après les bains de bouche, c'est pas contre-indiqué si vous arrivez, hein, c'est super. Ouais, ok, d'accord. Mais ouais, d'accord. Merci. Mais de rien. Quelqu'un d'autre? Non? Je crois qu'on arrive au bout des questions. Ok, je vais peut-être mettre en galerie. Bien, ben, en tout cas, merci pour cet exposé très complet. Comme tu le disais, il y a donc des documents annexes qui seront envoyés avec le replay de la séance, de la conférence de ce soir. Et puis, tes coordonnées aussi, au cas où il y a des questions spécifiques qui pourraient venir. Je profite aussi de rappeler que Elena Gebhardt a créé une formation sous forme de vidéo. Maintenant, on l'a séquencée sous forme de 15 petites capsules vidéo de premiers secours pour animaux. Et cette formation, parce que c'est une vraie formation, elle vous est proposée au sein de l'école de la conscience. Vous la trouvez, soit vous pouvez m'envoyer un mail, soit vous la trouvez sur la boutique en ligne. Je pense que ça serait bien que tu peut-être donnes le contenu en 2 ou 3 mots parce que c'est bien complémentaire aussi à ce qu'on a fait ce soir. Et comme c'est aussi quelque chose d'inédit, on n'a pas trouvé sur la toile, en tout cas, une formation de ce type-là. Je sais que certaines d'entre vous l'ont déjà reçue. Donc, tous les jours, pendant 15 jours, vous recevez une capsule vidéo d'une dizaine de minutes qui expose différentes choses que va vous expliquer Elena. Et puis, ensuite, vous avez bien sûr à disposition un cycle support de cours pendant 1 an, toutes les informations. Et c'est pas seulement les gestes de réanimation premier secours, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Oui, alors effectivement, bah, rien que pendant cette conférence, il y a plein de choses où je me suis dit, ça je l'ai déjà dit aussi dans les premiers secours, mais la formation de premier secours, mon but c'était, alors on l'a appelé premier secours, mais le but c'est vraiment de donner un aperçu
de tous les bobos et pathologies les plus fréquentes, essentiellement chez les chats, chez les chiens et chez les nacs, et de savoir ce qu'on peut faire ou pas à la maison et qu'est-ce qu'il faut observer ou pas en fonction du type de problème que peut avoir son animal. Et l'idée, c'est toujours la même chose, c'est de se dire, ben, si vous savez que regarder, ce qui est normal, ce qui ne l'est pas, c'est aussi rassurant et ça permet aussi de savoir est-ce qu'il faut consulter ou pas. Et je tiens à dire que vraiment tout ce qu'il y a dans cette vidéo, donc dans ces capsules vidéo de premier secours, c'est vraiment 100% d'appels que j'ai quand je suis de garde le week-end. Je disais à Fabienne, dernier week-end que j'ai eu de garde, j'ai eu 26 téléphones. Il y en a eu 25 où c'était des questions, où les réponses étaient dans le cours de premier secours. Et sur les 26 téléphones, j'ai consulté seulement 10 fois. Donc ça veut dire qu'il y a eu 16 appels où ça s'est réglé au téléphone. Et la seule chose que j'avais pas dit dans le cours, c'était un appel pour une poule. Et là, c'était un petit peu plus particulier. Mais pour dire que vraiment, je me suis dit, ben voilà, rien qu'un appel un appel chez le vétérinaire, alors bon, c'est souvent des numéros d'urgence qui coûtent quelque chose, mais finalement, si une fois vous vous économisez une visite en urgence chez le vétérinaire parce que vous avez su quoi faire, ben à la fin, la formation est rentabilisée. Ok, merci. Il y a Isabelle qui témoigne dans le Oui. chat en disant qu'elle l'a eu et que c'est vraiment bien. Oui, Donc, voilà. moi aussi, oui. Et en fait, en Belgique, ça existe. Il y a une petite formation que j'ai faite juste il y a quelques semaines aussi. Mais c'était une journée et franchement, merci Elena parce que c'était beaucoup plus complet et beaucoup plus à notre rythme, je pense, de pouvoir suivre les petites capsules, de pouvoir les revoir, etc. Et voilà, c'est plus riche. Alors, merci. Merci, moi je suis contente, enfin, je remercie aussi Fabienne qu'on ait pu faire ça ensemble parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur et que j'avais envie de faire depuis plusieurs années. Je suis contente de savoir que ça intéresse les gens. Et c'est pas que ça m'embête de répondre au téléphone, c'est pas du tout ça, mais c'est vrai que quand au téléphone j'explique pour la 150e fois comment faire vomir un chien, et je me dis, si les gens font cette formation et on parle autour d'eux, ils se sentiront plus capables et moins paniqués aussi dans l'absolu. Ok. Il y en a plein qui disent, qui sont en train d'écrire dans le chat qu'effectivement, c'est plein de conseils utiles. Ok, en tout cas, merci. Je profitais de le dire parce que c'est vrai que ça nous a tenu à cœur de pouvoir mettre à disposition cette formation pour tout le monde. Voilà, on arrive à la fin de cette soirée. Merci encore beaucoup pour ces informations très claires, très précises, avec parfois quelques expressions très suisses que les Français et les Belges qui nous suivent et Canadiens, parce qu'il y a aussi des gens du Canada, n'ont peut-être pas tout dû comprendre, mais ça fait aussi le charme. Je précise juste que chenille, c'est bazar, parce que ça, c'est le chenille entre les dents, c'est du bazar ou des choses, voilà, des restes de nourriture, mais ça fait aussi le charme des pays francophones. Merci en tout cas à tout le monde de nous avoir suivis. Je vais arrêter l'enregistrement. Je salue les spectateurs qui nous verront.